Bonjour à tous. Bonjour. Merci beaucoup à tous les trois de vous être rendus disponibles pour cette nouvelle épisode des initiatives positives. Alors, je vais vous présenter. Vous travaillez tous les trois à l'hôpital Foch. Donc, vous, professeur Jean-Marc Ayoubi, vous êtes le chef de service gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction donc de l'hôpital Foch. Le docteur Sylvia Horsman, donc vous êtes gynécologue médicale et responsable du parcours CARE-GA. Et vous, Alena Soret, vous êtes responsable de l'expérience patient que vous pilotez depuis plus de 2 ans, avec donc des démarches d'écoute, d'analyse et de valorisation des retours patients. Donc, merci beaucoup tous les trois. Merci, madame. Euh, Merci. les initiatives positives, c'est une série qu'on a mis en place au sein de l'association Agapa pour valoriser tout ce qui se fait de bien autour du deuil périnatal, pour mieux accompagner donc le deuil périnatal, les grossesses arrêtées, les interruptions de grossesse, que ce soit dans l'univers médical ou associatif ou artistique. On a aussi reçu des belles démarches artistiques. Donc aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le dispositif CARE-GA que vous avez mis en place au sein de l'hôpital Foch. Alors CARE signifie Centre d'accompagnement et de recherche, GA pour grossesse arrêtée. Alors professeur Ayoubi, je crois que vous avez en tête en fait depuis de nombreuses années un parcours qui permettrait de mieux accompagner les grossesses arrêtées. Est-ce que vous pouvez nous redire un petit peu la genèse de ce parcours que vous avez mis en place? Écoutez, merci d'abord de s'intéresser à ce projet et à ces patientes et à notre service et à notre parcours Care grossesse arrêtée. Alors, la genèse de ce projet vient du fait que j'ai été moi-même chef de service dans trois CHU différents avant d'atterrir à Foch. Et en ce qui concerne les grossesses arrêtées, entre parenthèses appelées, on va dire faussement fausse couche, le constat était le même, que ce soit dans le sud de la France, le sud-ouest ou à Paris, ces grossesses arrêtées qui constituent une proportion importante de grossesses, parce que ça concerne entre 15 et 20% des patientes, c'est énorme, c'est beaucoup. Quelquefois, ça se répète. Donc, une première fausse couche, une deuxième fausse couche et le désespoir au bout. Et le constat était le même d'un service à l'autre, du sud au nord, d'est en ouest, c'est que ces patientes-là ne recevaient pas l'attention qu'elles méritaient. Mhm. Et c'est quelque chose qui me choquait quelque part. Et donc, je commençais à m'intéresser au parcours dans son ensemble, pas simplement l'épisode de saignement, le premier épisode, ou l'annonce de l'arrêt de la grossesse, qui est dévastateur, mais la totalité du parcours. Parce que quand même, il faut imaginer, juste en comparaison, une patiente qui arrive à 12 semaines avec une grossesse arrêtée, bah, elle va être aux urgences avec tout le monde. Elle va attendre, et elle va défiler des patientes qui sont enceintes, qui viennent accoucher. Et le concept est le même, hein, quel que soit le service d'urgence des maternités. Le concept est le même. Ces patientes étaient mélangées avec les patientes qui venaient pour une urgence gynécologique, des pertes ou des saignements quelconques, à des patientes qui venaient pour un accouchement ou pour une consultation au cours de la grossesse et ce qui rajoutait à la souffrance une souffrance supplémentaire. Et en plus, on sait bien le problème des urgences. Aujourd'hui, l'attente aux urgences, quand vous êtes sur le nerf et vous ne savez pas si la grossesse vous saignez, vous êtes au deuxième, troisième mois et vous avez suspecté possibilité d'une interruption de la grossesse ou d'un arrêt de la grossesse. Plutôt, vous êtes hyper anxieuse, vous voulez savoir, et donc toute minute qui passe dans l'attente est ressentie comme une heure. Donc, et ensuite, quand on les prend en charge, on finit par les prendre en charge, on va voir, on va faire une échographie, on va leur dire, voilà, la grossesse est arrêtée, et puis soit on va donner un traitement médical, soit on va dire ça saigne beaucoup et on va aller faire une aspiration. Puis ensuite, voilà, les patients sont laissés à elles-mêmes. Je comparais ces patients
par rapport à la même patiente qui va avoir le même arrêt de la grossesse à 18 ou à 20 semaines, c'est-à-dire un mois plus tard ou un mois et demi plus tard, où c'est considéré comme une mort fétale in utero. Mort fétale in utero, ben là, ça change tout. La patiente est hospitalisée, elle a la visite d'une psychologue, de sage-femme, d'un médecin, va être attentif à l'état psychologique, on va la suivre, on va lui expliquer. Et ce contraste entre les deux pour la même problématique je veux dire, entre parenthèses, j'étais très content de la prise en charge. J'étais satisfait de la prise en charge de mon fœtal in utero là, de 18 semaines, mais je me laissais frustré quant à la prise en charge de grossesse arrêtée. Hmm. On a commencé à en parler au niveau national, au niveau des sociétés savantes. On a même fait passer un amendement au niveau de l'Assemblée nationale pour prendre en considération ces grossesses arrêtées, et que c'est quand même pas un épisode, un simple épisode passager. Non, il y a une vraie préoccupation, une vraie souffrance, une vraie frustration. Puis les patients ont le droit d'être pris en charge et rapidement et convenablement et comprendre ce qui s'est passé quand on peut comprendre et essayer de trouver une cause éventuelle à la fausse couche pour qu'elle ne se répète pas. On ne trouve pas toujours une cause, hein, il faut quand même juste le rappeler, mais peu importe, on essaye au moins d'en trouver. Et puis surtout, si la patiente en a besoin et on fait la demande, la dimension psychologique, elle est mise aussi en avant de la prise en charge parce que ces patientes, il faut qu'elles aient l'écoute nécessaire quand elles en ont besoin. Et donc, tous ces éléments, on les a travaillés, on a fait quand même un travail assez long. Il y a eu la période, on devait commencer avant la période Covid, et puis la crise de Covid a suspendu le projet, mais on ne l'a pas arrêté complètement. Donc, on a continué à travailler, on a organisé un symposium sur une journée sur ces grossesses arrêtées, leurs causes, qui avait réuni plus de 600-700 médecins. C'était un processus qui était à la fois personnalisé, voilà, immédiat, et ensuite scientifique, médical, pour essayer de comprendre toutes les causes qui pourraient aboutir à une grossesse arrêtée et essayer de le prévenir ou de les traiter quand on peut. Voilà, Hmm. globalement. Merci beaucoup. Est-ce que lorsque vous avez mis en place ce parcours, vous avez été confronté à certains freins ou au contraire, est-ce que vous avez reçu beaucoup de soutien? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment a été reçu ce parcours? Ce parcours a été toujours très bien reçu. À tous les niveaux, au niveau du professionnel de santé, au niveau de sage-femme, au niveau des médecins, au niveau des infirmières, au niveau des aides-soignantes, au niveau des psychologues. Tout le monde était hyper motivé pour participer à ce projet. Les freins étaient presque logistiques, parce que comment organiser en quelque sorte, comment essayer de prendre en charge rapidement une patiente qui se présente aux urgences au premier trimestre de la grossesse avec des métrorragies, c'est-à-dire des saignements et donc suspicion de grossesse arrêtée. Comment ne pas laisser ces patientes dans la même salle d'attente que les patientes qui venaient accoucher, qui avaient des contractions, qui étaient à terme, qui venaient consulter, ou pour des pathologies ou des anomalies ou des symptômes autres que le saignement. Et donc, les freins étaient vraiment logistiques, comment organiser un parcours dans le parcours. Vous voyez, Oui, c'était ça. Ensuite, comment organiser les consultations, qui fait quoi, les sages-femmes, la place de chacun dans le parcours. Et ensuite, la différence entre une grossesse arrêtée, deux grossesses arrêtées à répétition, et trois, et donc d'une prise en charge ultra rapide et ultra performante au début, une proposition d'une consultation avec une sage-femme ou un médecin, une psychologue, si la patiente le désire, et ensuite
Si c'est vraiment ça se multiplie, la consultation devient ou multidisciplinaire avec la présence d'un médecin interniste, d'un immunologiste, d'essayer de comprendre, un gynécologue, éventuellement un généticien, pour essayer de comprendre et de voir le problème avec tous les angles de vue nécessaires. Ok. Bah, du coup, je me tourne vers le docteur Sylvia Horstman maintenant. Est-ce que vous pouvez nous détailler justement quel est ce parcours CARE? Vous êtes responsable de la mise en place du parcours. Est-ce que vous pouvez nous le détailler, nous l'expliquer, s'il vous plaît? Alors, tout d'abord, je tiens vraiment à vous remercier de cette possibilité de présenter notre parcours. Et je tiens aussi à remercier les professeurs Yubi qui m'a confié la possibilité de co-construire ces parcours avec toute l'équipe sous sa direction. Et donc, ces parcours est destiné aux femmes, mais aussi à leur entourage qui vivent des arrêts des grossesses. Et il s'articule de la façon suivante. Comme le disaient les professeurs Yubi, on a une partie très importante initiale des prises en charge aux urgences gynécologiques. Et donc, nous avons séparé une salle d'attente dédiée aux arrêts des grosses, à la prise en charge des arrêts des grossesses, qui n'est pas du tout mélangée avec la salle d'attente des urgences gynécologiques obstétricales générales. Cela a aussi demandé un certain nombre de travaux, comme le disait M. Yubi, au niveau des urgences. Et donc, il y a une salle des consultations avec une salle d'attente dédiée qui sont physiquement séparées, donc dans D'accord. un endroit protégé. Pour limiter les temps d'attente aux urgences, nous avons un système informatique des gestions des urgences et donc les patientes se voient attribuer un code couleur spécifique qui fait que le médecin attitré à l'accueil de ces patientes est tout de suite alerté et les reçoit dans un délai le plus court possible pour D'accord. réaliser l'anamnèse, l'examen clinique et l'échographie. Ensuite, les patientes, en fonction de leur choix, ont un traitement selon protocole, donc dans l'immense majorité des cas, un traitement médicamenteux. Et on leur donne un livret Mhm. qu'on a donc co-construit avec Alena Soré, donc je pense qu'elle va vous en parler plus tard. La particularité de notre parcours, c'est que après les passages aux urgences, les patients ne sont pas laissés dans la nature, mais elles sont vraiment accompagnées. Mhm. Et donc, 3 jours après les passages aux urgences, elles ont une téléconsultation avec une Ok. sage-femme dédiée à ces parcours qui va s'inquiéter de leur bien-être physique, psychique, et puis aussi voir s'il y a des situations qui demandent, par exemple, une prise en charge aux urgences, donc des saignements qui peuvent être trop importants, des douleurs trop importantes. Sachant qu'à tout moment, les patientes, elles ont un numéro qu'elles peuvent appeler la nuit comme le jour pour tout renseignement. Si elles ont des inquiétudes, elles veulent nous contacter. 7 jours après les passages aux urgences, une sage-femme, la même, reçoit la patiente en consultation, donc cette fois-ci physiquement, pour pouvoir également réaliser une échographie des contrôles de vacuité. Mhm. Si, comme le disait Monsieur Yubi, on est devant une patiente qui a eu 2, 3, parfois 4, malheureusement, arrêts des grossesses, on peut proposer à la patiente et à son couple de venir en consultation médecin destinée donc aux arrêts des grossesses à répétition. Cette consultation nous permet de réaliser tout un tas d'explorations complémentaires, donc des bilans qui incluent des bilans sanguins, des échographies, des hystérosonographies, des hystéroscopies, et on peut solliciter effectivement des médecins spécialistes en fonction de ce qu'on retrouve lors du bilan. Donc par exemple, un médecin généticien, interniste, parfois des addictologues, des tabacologues, des diététiciens, entre autres. À tout moment dans ces parcours, les patientes, on leur propose, si elles les souhaitent, à elles et à leur entourage, d'avoir un accompagnement psychologique qui n'est jamais imposé, mais toujours proposé par notre psychologue qui donc a vraiment des créneaux dédiés à l'accompagnement des femmes et des couples vivant des arrêts des grossesses. D'accord. La particularité de notre parcours, c'est que sur une nouvelle éventuelle grossesse, on suit les patientes très précocement. C'est ce qu'on appelle les cocooning. Et donc, les patientes, dès qu'elles ont un test des grossesses suivant positif, ben, elles nous contactent. On les reçoit en consultation avec des sages-femmes. On peut réaliser une échographie pelvienne précocement. Mm. Voilà, Ouais. Merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est très important parce que la grossesse d'après, elle est souvent extrêmement anxiogène. tout à Donc, fait. de pouvoir être accompagné comme ça, enfin, en cocooning, comme vous le dites, c'est certainement important.
Du coup, Elena Serret, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce livret que le docteur Horstman a évoqué? Donc déjà, merci beaucoup. On va tous vous remercier, mais c'est vraiment très précieux de pouvoir parler du travail collectif qu'on a mené. Donc effectivement, le docteur Horstman est venu vers moi. On avait déjà travaillé ensemble sur d'autres projets. Il faut savoir que donc à l'hôpital Foch, depuis 2019, on développe une démarche d'expérience patient. Et ça peut prendre plusieurs formes, mais notamment quand on crée de nouveaux parcours, on essaye finalement d'aller chercher auprès des patientes leurs avis, leurs retours, pour finalement créer quelque chose qui soit le plus personnalisé et le plus adapté possible à leurs besoins. Et donc, bien évidemment, il y a un travail en chambre avec les médecins, les professionnels du service qui s'est fait pour créer un livret d'informations qui remplisse en fait toutes les cases que nous, professionnels, on peut avoir, puisqu'on a besoin de faire passer un certain nombre d'informations. Mais on trouvait ça vraiment primordial de pouvoir le confronter à la vie des patients, d'avoir leur retour par rapport à ça. Et donc, en fait, on a créé donc ce livret d'arrêt de grossesse. Ah, on le voit pas très bien, je vais enlever le floutage. Donc, ce livret d'arrêt de grossesse. Et comment ça s'est fait concrètement, finalement, cette rencontre avec les patientes? On a fait un atelier avec deux couples qui avaient vécu une situation d'arrêt de la grossesse. On pose toujours un cadre qui est le plus bienveillant possible, mais voilà, l'idée c'est depuis leur expérience, d'essayer de travailler sur quelque chose. Et donc, on avait plusieurs objectifs avec cet atelier. C'était de savoir déjà si ce qu'on avait développé comme livret était compréhensible, si les patientes et le coparent retrouvaient toutes les informations dont ils avaient besoin et savoir en fait si ça leur plaisait de manière générale, si on n'avait pas, parfois on a un peu la tête dans le guidon et on a des mots de jargon et donc on s'en rend plus compte. Et donc c'est aussi important de prendre ce temps de recul et de pause pour dire, bah voilà, est-ce que ça vous convient, est-ce que ça correspond à ce que vous voulez? Et notre motivation primaire, c'est de dire qu'une bonne information, c'est forcément un meilleur vécu, parce que ça permet de mieux comprendre. Et dans une situation où on a appris un arrêt de grossesse aux urgences, voilà, c'est toujours un choc. On sait que les informations sont pas toujours intégrées. Et du coup, ça nous paraissait important de créer un document qu'elles aient où elles peuvent retrouver exactement toutes les informations qu'elles ont eues aux urgences, où tout est réexpliqué, donc les différentes possibilités de traitement, qu'est-ce qui a été choisi, comment s'organise l'après, et aussi les rassurer sur le fait que, bah, en fait, si c'est un arrêt de grossesse à répétition, eh ben, on va pouvoir mettre en place des choses, qu'il y a un parcours, qu'on va pouvoir les accompagner. Et donc, cet atelier a été assez émouvant parce que bah voilà, on parle toujours enfin, d'un sujet qui est très intime et qui peut être douloureux, mais on a réussi aussi à en faire un vrai lieu d'échange, même entre les deux couples qui ne se connaissaient absolument pas, on a pu avoir de jolis échanges. Et ça nous a permis de modifier un certain nombre de petites choses dans le livret, notamment on avait une question sur une des possibilités après le constat de l'arrêt de la grossesse, c'est d'avoir une attitude expectative. Donc finalement, ne rien prescrire, ne rien faire, juste attendre de voir si la grossesse s'évacue naturellement. Et ça, bon, attitude expectative, ça peut être un petit peu opaque comme formulation. Et donc, on a revu avec les deux couples et on a préféré finalement la formulation de simple surveillance parce que c'est ce qui trouvait le plus clair. Et finalement, nous, ça nous permet aussi d'adopter un autre vocabulaire. On a rajouté aussi à leur demande donc un endroit où elles peuvent avoir tous leurs rendez-vous, où elles peuvent les noter pour être sûres d'avoir tout bien en tête. Et aussi, ça, c'était vraiment leur demande d'avoir une visualisation du parcours dans sa globalité. Et voilà, donc c'est des choses finalement qui sont assez simples, mais qui font la différence, on l'espère, et qui permettent d'avoir quelque chose de plus adapté à leurs besoins. Hmm. Merci beaucoup. Là, ça fait quelques mois, je crois, que ce parcours a été mis en place. Est-ce que vous avez déjà des premiers retours? Peut-être docteur Horstman, est-ce que vous avez euh, Oui, on a eu de nombreux retours, alors notamment alors tout d'abord de l'équipe qui compose cette unité, qui donc fait vraiment un travail, et je tiens à remercier aussi les sages-femmes, la psychologue, les cadres, les professeurs UBI, tout le monde a vraiment travaillé pour le construire, et donc ça déjà c'est un retour super positif parce que c'est un projet. Et donc ça, c'était les premiers retours. Et les deuxièmes, c'est évidemment celui des patientes.
On a des retours très positifs, notamment concernant la prise en charge aux urgences, qui est quand même le point toujours, comme le disait Monsieur Hubi, le plus difficile, parce que souvent les délais d'attente est trop long, parce que l'accompagnement, la formation des médecins qui peuvent accueillir, des internes souvent qui peuvent accueillir aux urgences, parfois n'est pas optimale. Donc nous, on veille vraiment à ce que tous nos internes, tous nos collègues, tous les médecins puissent effectivement être formés, non seulement sur les plans de technique de la prise en charge des arrêts des grossesses, mais également sur l'annonce diagnostique, sur la communication. Donc ça, c'est très important. Donc on a eu des retours très positifs et également sur les parcours en général, sur ce suivi et également sur les explorations complémentaires dans les cadres des grossesses arrêtées à répétition. D'accord. Et Et oui, en allez-y, je vous complément, en prie. peut-être par rapport à un des projets qu'on a évoqué avec Sylvia, ce serait finalement, au-delà de ces premiers retours qu'on a eus à droite à gauche et qu'on est très content d'avoir, on réfléchit à faire un petit questionnaire sur le parcours pour à distance demander aux patientes, voilà, comment cet accompagnement finalement a pu vous permettre ou non de mieux vivre cet événement difficile. Et ce serait aussi un moyen d'avoir des retours en continu pour nous améliorer toujours dans la logique de solliciter nos patientes, avoir leur retour et de prendre ces retours comme base pour après avancer sur la suite. Hmm. Tout ça, ça va. Vous avez aussi, je crois, un projet sur la recherche. Enfin, ça fait partie du nom. Le nom CARE signifie Centre d'accompagnement et de recherche. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Euh, Je pense que, Allez-y. je pense que, voilà, vous savez tous qu'on est un centre de recherche très important. Le service de gynécologie de l'hôpital Foch en publie beaucoup. Et donc, également, dans le cadre de ces parcours, nous avons organisé un recueil des données après consentement des patientes, bien évidemment. Et donc, on va pouvoir utiliser ces données patientes pour réaliser des travaux de recherche qui soient à la fois orientés vers la recherche des causes, notamment, je pense, aux arrêts des grossesses à répétition, mais également de compréhension des traitements, de leur efficacité, et puis surtout en fait, vraiment de l'évolution dans le parcours des patientes. D'accord. Ce parcours CARE, il est CARE GA, donc il est dédié aux grossesses arrêtées précoces. Est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il y a un projet de dispositif comparable pour les morts fœtales in utero, les... Ouais, Le, monsieur. le- le projet concernant la prise en charge de morts fœtales in utero existe déjà et il fonctionne très bien. Il donne vraiment une très haute satisfaction de la part des patients. Ça existe déjà. En ce qui concerne le parcours CARE de grossesse arrêtée et la recherche, si vous voulez, il ne faut pas non plus avoir la prétention de faire beaucoup plus que les autres équipes. En ce qui concerne le grossesse arrêtée, la recherche autour de ces anomalies, de ces pathologies, de ces grossesses arrêtées, remplissent les pages des revues internationales et c'est une problématique qui nous a toujours préoccupés et qui nous préoccupe toujours. Il ne faut pas croire qu'on va demain trouver Et la et la solution. cause et la solution pour ces grossesses arrêtées. Malheureusement, on n'a pas cette prétention. Ceci étant toute innovation mérite évaluation. Toute innovation mérite évaluation, c'est déjà évaluer l'impact au niveau des patients. Parce qu'on leur apporte quelque chose de mieux, quelque chose de plus performant, plus humain, plus acceptable dans l'accompagnement dans ce parcours. Donc c'est déjà la première chose, à partir de cette base des données, on va essayer d'évaluer le retour des patients et savoir si on a été à la hauteur des attentes. Ça, c'est la première chose. Ensuite, à partir de deux grossesses arrêtées ou plus, on va s'intéresser aux causes et on va réfléchir ensemble avec nos collègues internistes, hémato, hémostase, sage-femme, écho, graphie, etc., pour voir s'il y a un moyen d'améliorer ou un traitement qui pourrait améliorer. Encore une fois, la recherche, vous savez, c'est comme un paquebot. Quand vous regardez un paquebot de loin, vous avez l'impression qu'il est immobile, qu'il ne bouge pas.
mais en fait, il avance. Et la recherche médicale, elle avance. Malheureusement, pas à la vitesse qu'on espère, mais elle avance. Et nous, notre participation, aussi faible qu'elle soit, c'est une participation supplémentaire et on fera tout pour associer la prise en charge globale de nos patients. Comme nous sommes un centre universitaire, parce que nous sommes un centre hospitalier et universitaire, c'est-à-dire nous avons les soins, l'enseignement, la pédagogie, nous avons des étudiants, des internes et des étudiants hospitaliers, des externes, et nous avons la recherche, donc les trois piliers d'un hospitalo-universitaire. Nous sommes liés à l'université USQ Paris-Saclay, et donc la recherche sur toutes les thématiques de la gynécologie et de l'obstétrique sont à peu près constituent un de trois piliers qui font notre on va dire, profession de tous les jours et notre travail de tous les jours. Merci, merci beaucoup. J'avais aussi une dernière petite question. Il y a une loi qui a été votée le 7 juillet 2023 visant à favoriser l'accompagnement des couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse, dite fausse couche. Voilà, c'était l'intitulé de la loi. Est-ce que cette loi a été un peu un déclencheur pour mettre en Non, place non, ce n'était pas. On avait commencé Oui, c'est ce que vous son disiez avant le parcours Covid. Oui, plusieurs années avant. oui. Je dirais même l'inverse parce que cet amendement et cette loi a été voté avec, on va dire, l'insistance et à la demande de professionnels de santé. Je voudrais saluer aujourd'hui avec vous le rôle majeur qu'a joué le professeur René Friedman pour l'adoption de cette loi. Parce que, bon, voilà, avec lui, on a travaillé à la fois sur le parcours et cette préoccupation concernant les grossesses arrêtées était une préoccupation commune, comme il faisait partie de l'équipe. Et donc, il était un peu notre porte-drapeau et nous avons participé ensemble à promouvoir cette idée d'amendement, de modification, de décret, de changement de loi. D'accord. Je vous remercie énormément tous les trois. Notre discussion va prendre fin. Nous, en tout cas, on voulait vraiment vous remercier chez Agapa d'aller aussi loin dans les démarches. En plus, vous avez, vous nous consultez aussi en tant qu'association et on trouve que c'est vraiment formidable de pouvoir construire et imaginer ensemble comment, dès les premiers instants, en fait, on peut mieux prendre en charge les grossesses arrêtées. Donc, vraiment, un très grand merci pour tout le travail que vous réalisez dans l'équipe de l'hôpital. Voilà. Est-ce que vous avez un dernier mot? Merci beaucoup, madame, pour l'entretien et merci à l'association de s'intéresser à ce parcours, à notre équipe et surtout bravo pour tout ce que vous faites. Continuez votre travail et on travaille tous dans l'intérêt de nos patients et de nos couples et pour la santé de la femme. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Au revoir.